Bonsoir à tout mon équipage et bienvenue sur le navire de voyage au bout de la nuit. J'espère que vous aimez l'action, l'humour, que vous aimez l'aventure et avoir peur. J'espère que vous aimez les histoires de pirates, de trésors cachés, d'îles inconnues, de trésors. Et si vous n'avez pas relu L'île au trésor, je vais le faire pour vous. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux #VBN ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Et nous allons donc reprendre la lecture de L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. C'était le grand confident de Long John Silver, et puisque je viens de le nommer, je parlerai de notre maître coq, Cochoronti, comme l'appelait l'équipage. À bord, pour avoir les deux mains le plus libres possible, il portait sa béquille suspendue à une courroie passée autour du cou. C'était plaisir de le voir caler contre une cloison le pied de cette béquille et arc-bouté dessus, suivant toutes les oscillations du navire, faire sa cuisine, comme sur le plancher des vaches. Il était encore plus curieux de le voir circuler sur le pont, au plus fort d'une bourrasque. Pour l'aider à franchir les intervalles trop larges, on avait disposé quelques bouts de ligne, qu'on appelait les boucles d'oreilles de Long John. Et il se transportait d'un lieu à l'autre, soit en usant de sa béquille, soit en la traînant par la courroie, aussi vite que n'importe qui. Mais ceux des hommes qui avaient jadis navigué avec lui s'apitoyaient de l'en voir réduit là. Ce n'est pas un homme ordinaire, Cochoronti, me dit le quartier-maître. Il a reçu de l'instruction dans sa jeunesse, et quand ça lui chante, il parle comme un livre, et d'une bravoure. Un lion n'est rien comparé à Long John. Je l'ai vu seul et sans armes, empoigner 4 adversaires et fracasser leurs têtes les unes contre les autres. Tout l'équipage l'aimait voir. Lui obéissait. Il avait la manière de leur parler à tous et de rendre service à chacun. Envers moi, il était d'une obligeance inlassable et toujours heureux de m'accueillir dans sa cuisine, qu'il tenait propre, comme un sous-neuf, et où l'on voyait des casseroles reluisantes pendues au mur, et dans un coin, une cage avec son perroquet. « Allons, Hawkins, me disait-il. Viens faire la causette avec John. Tu es le bienvenu entre tous, mon fils. Assieds-toi pour entendre les nouvelles. Voici Capitaine Flint. J'appelle mon perroquet ainsi, en souvenir du fameux flibustier. Voici Capitaine Flint, qui prédit la réussite à notre voyage. Pas vrai, capitaine? Et le perroquet, de prononcer avec volubilité. Pièce de 8, pièce de 8, pièce de 8, jusqu'au moment où John couvrait la cage de son mouchoir. Vois-tu, Hawkins, me disait-il, cet oiseau est peut-être âgé de 200 ans. Ils vivent parfois plus que cela, et le diable seul a vu plus de crimes que lui. Il a navigué en England. Le grand capitaine England, le pirate. Il a été à Madagascar, au Malabar, à Suriname, à Providence, à Portobello. Il assistait au repêchage des galions de la Plata. C'est là qu'il a pris pièce de 8. Et rien d'étonnant. Il y en avait 350 000 Hawkins. Il se trouvait à l'abordage du vice-roi des Indes, au large de Goa. Oui, lui-même. À le voir, on croirait un innocent. Mais tu as flairé la poudre, hein, capitaine? Garde à vous, pas à virer, glapissait le perroquet. Ah,
C'est ta faim à toi, disait le coq, en lui donnant du sucre tiré de sa poche. Et l'oiseau becquetait au barreau et lançait une bordée de blasphème, d'une abomination à faire frémir. C'est ainsi, mon gars, ajoutait John, tel qui touche à la poix sans barbouille. Témoin ce pauvre vieil innocent d'oiseau, qui jure feu et flamme, et n'en sait rien bien sûr. Il jurerait tout pareil, si j'ose dire, devant un curé. Et John portait la main à son front avec une gravité particulière, que je jugeais des plus édifiantes. Cependant, le chevalier et le capitaine Smollett se tenaient toujours sur une défensive réciproque. Le chevalier n'y allait pas par quatre chemins, il détestait le capitaine. Le capitaine, de son côté, ne parlait que pour répondre aux questions, et encore de façon nette, brève et sèche, sans un mot de trop. Il reconnaissait une fois mis au pied du mur qu'il s'était apparemment trompé sur le compte des hommes, que certains étaient actifs à souhait, et que tous s'étaient fort bien comportés jusqu'ici. Quant au navire, il avait conçu pour lui un goût extrême. Il navigue au plus près, mieux qu'on est en droit de l'attendre de sa propre épouse, monsieur. Mais ajoutait-il, tout ce que je puis dire est que nous ne sommes pas encore rentrés chez nous et que je n'aime pas cette croisière. Le chevalier, là-dessus, se détournait et arpentait le tillac d'un bout à l'autre, le menton relevé. « Cet homme m'exaspère, disait-il. Pour un rien, j'éclaterai. » Nous rencontrâmes un peu de gros temps et l'Hispaniola n'en montra que mieux ses qualités. Tout le monde à bord paraissait enchanté, et il n'en pouvait guère aller autrement, car jamais équipage ne fut plus gâté, je crois, depuis que Noé mit son arche à la mer. Le double Krog circulait sous le moindre prétexte. On servait de la tarte aux prunes en dehors des fêtes. Par exemple, si le chevalier apprenait que c'était l'anniversaire de quelqu'un de l'équipage, il y avait en permanence sur le pont une barrique de pommes, où puiser qui voulait. Ces manières-là, disait le capitaine au docteur Livesey, n'ont jamais profité à personne que je sache. Gâtez les matelots, vous en faites des diables. Voilà ma conviction. Mais la barrique de pommes nous profita, comme on va le dire, car sans elle, rien ne nous eût avertis, et nous périssions tous par trahison. Voici comment la chose arriva. Nous avions remonté les alizés pour aller chercher le vent de l'île que nous voulions atteindre. Je ne suis pas autorisé à être plus précis. Et nous courions vers elle, en faisant bonne veille jour et nuit. C'était à peu près le dernier jour de notre voyage d'aller. Dans la nuit, ou au plus tard, le lendemain dans la matinée, l'île au trésor serait en vue. Nous avions le cap au S. Avec une brise bien établie par le travers et une mer belle. L'Hispaniola se balançait régulièrement et son beaupré soulevait par intervalles une gerbe d'embrun. Toutes les voiles portaient hautes et basses, et comme la première partie de notre expédition tirait à sa fin, chacun manifestait la plus vaillante humeur. Le soleil venait de se coucher, j'avais terminé ma besogne, et je regagnai mon hamac. Lorsque je m'avisai de manger une pomme, je courus sur le pont. Les gens de quart étaient tous à l'avant à guetter l'apparition de l'île. Comme deux barres surveillaient le loft de la voilure et sifflaient tranquillement un air. À part ce son, on n'entendait que le bruissement des flots contre le taille-mer et les flancs du navire. J'entrai tout entier dans la barrique de pommes qui était presque vide et je m'y accroupis dans le noir. Le bruit des vagues et le bercement du navire étaient sur le point de m'assoupir lorsqu'un homme s'assit bruyamment, tout contre. La barrique oscilla sous le choc de son dos et je m'apprêtais à sauter dehors quand l'homme se mit à parler. Je reconnus la voix de Silver. Il n'avait pas prononcé 10 mots, que je ne me serais plus montré pour tout au monde. Je restai là, tremblant et aux écoutes, dévoré de peur et de curiosité par ces 10 mots.
Je devenais désormais responsable de l'existence de tous les honnêtes gens du bord. Chapitre 11. Ce que j'entendis dans la barrique de pommes. Non pas, dit Silver. Flint était capitaine, moi quartier-maître, à cause de ma jambe de bois. J'ai perdu ma jambe dans la même bordée qui a coûté la vue à ce vieux Pugh. Celui qui m'amputa était docteur en chirurgie, avec tous ses grades universitaires, du latin à revendre et je ne sais quoi encore, mais n'empêche qu'il fut pendu comme un chien et sécha au soleil avec les autres, à Corsos Castle. C'étaient des hommes de Robert, ceux-là, et tout leur malheur vint de ce qu'ils avaient changé les noms de leurs navires. Le Royal Fortune et Kaitera. Or, quand un navire est baptisé d'une façon, je dis qu'il doit rester de même. C'est ainsi qu'on a fait avec la Cassandra, qui nous ramena tous sains et saufs du Malabar, après qu'England eut capturé le vice-roi des Indes. De même pour le vieux Walrus, le navire de Flint, que j'ai vu ruisselant de carnage et chargé d'or à couler. « Ah !» s'écria une autre voix, celle du plus jeune marin du bord, évidemment plein d'admiration. C'était la fleur du troupeau que Flint. Davis aussi était un gaillard, sous tout rapport, reprit Silver. Mais je n'ai jamais navigué avec lui. D'abord avec England, puis avec Flint, voilà tout. Et cette fois-ci, pour mon propre compte, en quelque sorte. Du temps d'England, j'ai mis de côté 900 livres, et 2000 après Flint. Ce n'est pas mal pour un homme de l'Avent. Le tout déposé en banque. Gagner n'est rien. C'est conserver qui importe. Croyez-moi. Que sont devenus tous les hommes d'England à présent? J'ignore. Et ceux de Flint? La plupart ici à bord. Eh bien, n'est-ce d'avoir de la tarte? Avant cela, ils mendiaient, certains. Le vieux Pugh, après avoir perdu la vue, n'eut pas honte de dépenser 1200 livres en un an, comme un grand seigneur. Où est-il maintenant? Eh bien, maintenant, il est mort, et à fond de cale. Mais les 2 années précédentes, misère, il crevait la faim. Il mendiait, il volait, il égorgeait. Et avec ça, il crevait la faim, par tous les diables. Ça ne vaut vraiment pas le coup, en somme, dit le jeune matelot. Pour les imbéciles, non, ça ne vaut pas le coup. Ni ça, ni autre chose, s'écria Silver. Mais tiens, écoute, tu es jeune, c'est vrai, mais tu es sage, comme une image. J'ai vu cela du premier coup d'œil, et je te parle comme un homme. On peut se figurer ce que j'éprouvais en attendant cet infâme vieux fourbe employé avec un autre les mêmes termes flatteurs dont il avait usé avec moi. Si j'en avais eu le pouvoir, je l'aurais volontiers tué à travers la barrique. Cependant, il poursuivit, sans guère soupçonner, que je l'écoutais. Tel est le sort des gentilshommes de fortune. Les gentilshommes de fortune. Ils ont la vie dure et risquent la corde, mais ils mangent et boivent comme des coqs en pâte. Et quand vient la fin d'une croisière, ce sont des centaines de livres qu'ils ont en poche, au lieu de centaines de liards. Alors presque tous se mettent à boire et à se donner du bon temps. Et on reprend la mer avec sa chemise sur le dos. Mais moi, ce n'est pas mon genre, je place tout. Un peu ici, un peu là, et nulle part de trop. Crainte des soupçons. J'ai 50 ans. Remarque, une fois de retour de cette croisière, je m'établirai rentier pour de bon. Et ce n'est pas trop tôt, diras-tu. À l'aise dans l'intervalle. Jamais je ne me suis rien refusé. J'ai dormi sur la plume et mangé du bon. Tout le temps, sauf en mer. Et comment ai-je commencé? À l'avant, comme toi. Soit, dit l'autre. Mais tout l'argent que tu avais est perdu maintenant, pas vrai? Tu n'oseras plus te montrer dans Bristol après ce coup-ci. Ah bah. Où penses-tu donc qu'il est? Demanda Silver, ironique. À Bristol? Dans les banques et ailleurs, répondit son compagnon. Il y était. Il y était encore quand nous avons levé l'ancre. Mais ma vieille bourgeoise a le tout, à présent. La longue vue est vendue.
bail, clientèle, immobilier. Et la brave fille est partie m'attendre. Je te dirai bien où, car j'ai confiance en toi. Mais cela ferait de la jalousie parmi les copains. Et tu te fies à ta bourgeoise. Les gentilshommes de fortune se fient généralement peu les uns aux autres. Et ils ont raison, sois-en sûr. Mais j'ai ma méthode à moi. Quand un camarade me joue un pied de cochon, quelqu'un qui me connaît, je veux dire, il ne reste pas longtemps dans le même monde que le vieux John. Certains avaient peur de Pugh, d'autres de Flint, mais Flint lui-même avait peur de moi. Il avait peur malgré son arrogance. Ah! Ce n'était pas un équipage commode que celui de Flint. Le diable lui-même aurait hésité à s'embarquer avec eux. Eh bien, tiens, je te le dis, je ne suis pas vantard. Mais quand j'étais maître quartier, il n'avait rien de l'agneau. Les vieux flibustiers de Flint. Oh, tu peux être sûr de ton affaire sur le navire du vieux John. Eh bien maintenant, je peux te l'avouer, reprit le gars. La combinaison ne me plaisait pas à la moitié du quart. Mais maintenant que j'ai causé avec toi, John, j'en suis. Top là. Tu es un brave garçon, et fin. Avec ça, répliqua Silver, en lui secouant la main si chaleureusement que la barrique en trembla. Je n'ai jamais vu personne mieux désigné pour faire un gentilhomme de fortune. Je commençais à saisir le sens de leur expression. Un gentilhomme de fortune. Pour eux. Ce n'était ni plus ni moins qu'un vulgaire pirate. Et le dialogue que je venais de surprendre parachevait la corruption de l'un des matelots, resté honnête. Peut-être le dernier qui fut à bord. Mais sur ce point, je devais être bientôt fixé. Silver lança un léger coup de sifflet et un troisième individu survint, qui s'assit auprès des deux autres. « Dick marche !» lui dit Silver. Oh !« Je savais bien que Dick marcherait !» prononça la voix du quartier-maître. Israel Hans. « Ce n'est pas un imbécile que Dick. » Il roula sa chique et cracha. « Mais dis donc, cochon rôti, je voudrais bien savoir combien de temps nous allons rester à bouliner comme un bateau à provisions. Crénon! J'en ai plein le dos du capitaine Smollett. Il y a assez longtemps qu'il m'embête. Tonnerre! Je veux aller dans la cabine, moi aussi. Je veux leurs cornichons et leur vin et le reste. » « Israël, dit Silver, tu n'as pas beaucoup de jugeote. Et ce n'est pas du nouveau. Mais tu es capable d'écouter, je pense. Du moins, tes oreilles sont assez grandes. Or, voici ce que je dis. Vous coucherez à l'avant, et vous aurez la vie dure, et vous filerez doux, et vous resterez sobre, jusqu'à ce que je donne l'ordre d'agir. Et tu peux m'en croire, mon gars. Et est-ce que je te dis le contraire? Grommela le quartier-maître. Je demande seulement pour quand est-ce. Voilà tout ce que je dis. Pour quand? Par tous les diables, s'écria Silver. Eh bien donc, si tu veux le savoir, je vais te le dire. Pour quand? Pour le plus tard qu'il me sera possible, voilà. Nous avons un navigateur de première classe, le capitaine Smollett, qui dirige pour nous ce sacré navire. Il y a ce chevalier et ce docteur qui ont une carte et le reste. Je ne sais pas où aller, cette carte, moi. Toi non plus, n'est-ce pas? Alors donc, je veux que ce chevalier et ce docteur trouvent la marchandise et nous aident à l'embarquer, par tous les diables. Alors nous verrons. Si j'étais sûr de vous tous, double fils de Hollandais, j'attendrai pour faire le coup que le capitaine Smollett nous ait ramené à moitié chemin. Voilà, c'est ainsi que se termine donc ce passage de l'île au trésor, mes chers aventuriers. J'espère vous retrouver très prochainement pour la suite de la lecture. Je vous dis à très bientôt et en espérant que certains d'entre vous feront des rêves d'aventure et de pirates. À tout bientôt.